Le centre de référence de la drépanocytose, c'est un centre qui accueille les enfants à partir du moment où on sait qu'ils sont drépanocytaires. Donc aujourd'hui, quand on est en France, on a à 3 jours après la naissance tous le test de la drépanocytose. Enfin, on aura bientôt tous le test de la drépanocytose, mais la majorité des gens ont. Donc ça veut dire qu'au bout de quelques semaines, on sait si l'enfant est malade, et ainsi qu'on appelle les parents pour leur dire il faut venir parce qu'il y a quelque chose à vous dire sur le test. Donc, on reçoit les familles, ils ont un petit bébé qui est magnifique, en super santé, et puis on leur dit que cet enfant il a la drépanocytose, et on va les accompagner jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans, et puis ensuite il va partir dans des centres adultes pour continuer son suivi. Donc aujourd'hui en France, il y a à peu près 30 000 personnes qui vivent avec la drépanocytose. Rien qu'à Robert Debré, on a 1200 enfants qui ont la drépanocytose et qu'on suit. Et aujourd'hui, en France, on peut être drépanocytaire et faire les études, choisir le métier qu'on veut, faire du sport, se marier, faire soi-même des enfants. Ça n'a rien à voir avec la représentation qu'on a parfois de la drépanocytose. Et puis c'est une maladie qui ne se voit pas. Donc vous avez tous forcément quelqu'un autour de vous qui a la drépanocytose et probablement que vous ne le savez pas. Parce que ce n'est pas non plus une maladie dont on parle énormément. Et statistiquement, aujourd'hui en Ile-de-France, surtout dans le nord-est de l'Île-de-France, il y a au moins un gamin drépanocytaire par classe. Simplement, on n'en parle pas tellement. J'ai 2 exemples à vous citer qui, moi, m'ont toujours choquée. Il y a quelques années, je cherche une enfant dans la salle d'attente de la consultation. J'étais sûre qu'elle était là. Je ne la trouve pas, je la retrouve à l'autre bout du truc. Je dis à la mère, vous n'êtes pas restée devant la porte, parce que je vous ai vu tout à l'heure. Elle me dit, non, mais il y a la cousine. En fait, elle est sa cousine avec sa propre petite fille qui attendait pour les consultations. Et c'est sa cousine avec qui elle mange tous les week-ends. Et donc chacune un enfant drépanocytaire, elle ne se le sent jamais dit. Et elle est allée se planquer à l'autre bout du truc parce qu'elle ne se le disent pas. Et l'autre exemple, c'est une grande que je suis en première, qui est adorable et tout, et elle vient un jour en rendez-vous et elle dit « Ah mais c'est trop bien parce qu'on a eu une intervention comme ça sur la drépano en classe, c'était super bien qu'on en parle, etc. » Elle est suivie pour sa drépanocytose depuis qu'elle est née, depuis qu'elle est bébé. Donc je lui dis c'est vachement bien, elle me dit ouais mais vous voyez c'est chiant parce que personne connaît, le type il a dit est-ce que dans la classe quelqu'un connaît la drépanocytose? Bah vous voyez, personne n'a levé la main. Je lui dis bah personne sauf toi. Elle me dit ah non j'avoue moi non plus j'ai pas levé la main. Et en fait elle-même, elle est drépanocytaire, ça se trouve sa copine qui est assise à côté aussi, parce que ça se trouve il y a un copain qui a une petite sœur ou un grand frère drépanocytaire, mais personne n'a levé la main, même pas elle. Et sur le coup quand elle m'en a parlé, je lui dis bah toi-même t'as pas levé la main? Elle me dit oh non j'avoue c'est compliqué etc. Donc bref, c'est des patients qui sont extrêmement nombreux, mais qui parlent très peu de leur maladie, et puis ça ne se voit pas, et donc probablement qu'il y a énormément de gens qui ont la drépanocytose autour de vous sans que vous le sachiez. Et donc qu'est-ce que c'est l'avenir d'un enfant qui a la drépanocytose? Bah, c'est un avenir qui est jalonné de rendez-vous médicaux, de médicaments à prendre tous les jours certes, mais si on s'occupe bien, et ben, on peut faire du sport, on peut faire une vie de jeunes, d'enfants et puis de jeunes adultes, comme je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il faut pour tout ça? Parfois il faut recevoir des transfusions. Donc ça c'est un élément qui est vraiment hyper important, on est un peu tous là ce soir pour ça. C'est-à-dire que parfois il y a des complications de la maladie qui surviennent, qui font que l'enfant il va avoir besoin de recevoir du sang tous les mois. On va même avoir besoin de faire ce qu'on appelle des échanges transfusionnels, c'est-à-dire des enfants parfois très jeunes, ils ont 2-3 ans, on découvre que quand même c'est en train de pas bien se passer. On va devoir faire un échange, c'est-à-dire que tous les mois, il faut lui retirer les 2/3 de son sang et le compenser par 2/3 de sang de quelqu'un d'autre qu'on va apporter. C'est la seule chose qu'on peut faire pour essayer de stopper l'évolution de la maladie. Et on sait que si on ne fait pas ça, ben malheureusement, c'est un enfant qui ne pourra pas survivre. Donc il y a des gens qui ont tous les mois, pendant des décennies parfois, des échanges transfusionnels tous les mois. Donc ces enfants-là, ils sont dépendants du fait que tous les mois, on trouve 5 poches de sang de quelqu'un qui est compatible et pour lequel on va pouvoir échanger leur sang. Donc c'est ça l'enjeu pour eux. Grâce à ça, ils peuvent avoir une vie normale. Vous avez peut-être autour de vous des gens qui ont des échanges transfusionnels tous les mois, vous ne le voyez même pas. Mais l'enjeu pour l'hôpital, c'est de trouver 5, 6, les grands, ce qu'on appelle des grands costauds. Quand on fait 80 kg, eh ben on peut avoir besoin de 1 litre de sang tous les mois de quelqu'un qui a donné dans la banque de sang, et donc on trouve les plus. Donc c'est une ressource qui est hyper précieuse, et si on n'avait pas ça, probablement que ça n'irait pas pour tous ces jeunes. Et qu'est-ce qu'il faut pour avoir du sang dans la banque du sang? Il faut que l'éventail soit le plus large possible. Comme vous l'avez expliqué Thierry Bérard la dernière fois, c'est pas tellement le fait de savoir si on est comme ci ou comme ça, mais ce qui fait la variété, c'est l'origine. C'est-à-dire que si un patient, sa mère est du nord-est algérien et son père est du Mali, bah, probablement que pour trouver un sang compatible, il faut que quelqu'un ait donné son sang dont la mère soit du nord-est algérien et son père du Mali. C'est vraiment l'origine ethnique qui va définir le groupe sanguin. D'une manière assez caricaturale, bah si dans les gens qui donnent leur sang, tout le monde est originaire de Bourgogne, on a 0 chance de trouver du sang compatible dans la banque du sang.
Donc il faut qu'un vaste éventail de gens donnent leur sang pour que quelqu'un qui a un métissage incroyable, un père péruvien, une mère soninké, ait une chance que dans la banque de sang, il y ait quelqu'un de la même origine avec le même groupe sanguin qui ait donné son sang un jour. Donc c'est ça aussi qui fait l'enjeu de ce genre de soirée. Il faut que les gens donnent leur sang et on ne peut pas savoir si on a un groupe sanguin rare avant d'avoir donné son sang et que l'EFS vous appelle en disant oh, alors vous êtes, il y en a zéro comme vous dans la banque, s'il vous plaît revenez parce que vraiment j'en ai trouvé zéro des comme vous. Donc c'est important qu'il y ait une vaste diversité. Alors c'est un peu impressionnant de donner son sang. Vous avez tous donné bien votre sang. Oui. Non parce qu'il faut avoir dit. C'est impressionnant de donner son sang. L'aiguille est un peu grosse. Ça, c'est le premier... Ça, c'est le premier frein. Pourquoi on ne donne pas son sang? Il y en a plein qui disent « Moi, j'ai peur des piqûres. » Honnêtement, ça va. Ça passe. Ça dure 3 secondes, la piqûre. Après, on vous donne une collation, un sandwich, une canette, machin. On peut y aller avec sa classe. Ça dure 1 heure. On y va tous ensemble. Et c'est plutôt sympa. Deuxièmement, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce n'est pas le sang en entier qu'on va donner. Ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui trouvent ça quand même un peu dégoûtant de se dire on va prendre mon sang et on va le donner à quelqu'un. Et même il y a des enfants, la première fois qu'on lui dit je vais te donner le sang de quelqu'un, il y a quelque chose d'un peu bizarre de recevoir le sang de quelqu'un. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la totalité du sang. Dans votre sang, il y a des globules blancs, des globules rouges, des plaquettes, tout un tas de choses. En fait, ce qu'on va donner, c'est juste les globules rouges. Donc en fait, quand vous donnez votre sang, ce n'est pas cette poche de sang qu'on va mettre dans le corps de quelqu'un. On va le trier, on va le laver, ça va être uniquement des globules rouges qui vont être extrêmement purifiés, qui vont être donnés. Donc dans les deux sens, vous-même, on ne va pas mettre votre sang dans quelqu'un, ou alors si vous recevez du sang, ce n'est pas le sang directement issu de quelqu'un qu'on a mis dans vous. C'est des cellules triées, lavées, c'est vraiment un produit comme un médicament qui est conditionné. Et ça, c'est important à savoir, parce que moi, je trouve que c'est moins impressionnant de se dire qu'on reçoit quelque chose qui a été bien lavé, bien filtré, que de se dire on reçoit le sang comme si quelqu'un de son bras à mon bras m'avait donné son sang. Donc voilà.